Bienvenue au premier congrès international de pathologie respiratoire de la région Souss-Massa. Nous souhaitons à votre nom une bonne et heureuse fête de l'indépendance à tout le peuple marocain. الآن مع النشيد الوطني. de la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir et présidente du congrès international de pathologie respiratoire de la région Souss-Massa, notre cher professeur Hein Serhan. Monsieur le Wali de la région et gouverneur de la préfecture d'Agadir Idaouzanen, Madame la vice-présidente du conseil de la région Souss-Massa, Monsieur le premier vice-président de la commune territoriale d'Agadir, Monsieur le président de la commune territoriale de Taloudent, Monsieur le vice-président de l'université Ibn Zahra, Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, Monsieur le président du CROM d'Agadir, Monsieur le président de la Société africaine de pneumologie de langue française, Mesdames et Messieurs les professeurs et chefs de service africains, européens, américains et marocains, chers collègues pneumologues, chers résidents, internes, étudiants et doctorants de l'université de Luynes. Honorable assistance, chacun en son nom et sa qualité et le respect qu'elle mérite. Nous vous souhaitons le bienvenu à Sousleh Alima et nous vous présentons nos chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête de l'indépendance. Mesdames et Messieurs, Sa Majesté a appelé dans son discours royal de la Marche verte en 2019 à booster la région Souss-Massa sur le plan économique et à renforcer la région dans tous les domaines et par toutes les potentialités dont elle dispose, en termes de ressources naturelles et humaines. La situation géographique et les vocations multiples et diversifiées dont elle dispose la région de Souss-Massa sur le plan touristique, halieutique, agricole, industriel, minière, artisanal, lui confère la particularité d'être une locomotive de tout le sud du Maroc et d'être une des grandes métropoles marocaines,
En ce qui concerne le secteur de la santé, la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir a été installée en 2015 et le centre hospitalier universitaire est en cours. Ces deux établissements constituent une vraie valeur ajoutée pour la région et un lieu par excellence d'expertise et de recherche. Ils doivent donc apporter une contribution essentielle dans l'établissement de ces repères et surtout dans le développement et la mise à niveau de la recherche dans le domaine de la santé à l'échelle de la région, ainsi que l'appropriation d'un phénomène de développement actif des professionnels de ce secteur à l'échelle de la région. C'est dans cette optique que s'inscrit ce premier congrès organisé à l'initiative des enseignants de la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, spécialistes en pathologie respiratoire, en collaboration avec d'autres enseignants-chercheurs dans le domaine médical et d'autres domaines scientifiques à l'échelle nationale et internationale. Il s'agit d'un congrès international de pathologie respiratoire, un domaine qui englobe toutes les maladies en relation avec l'appareil respiratoire, les poumons, les voies aériennes et les organes avoisinantes ou ayant un retentissement direct sur ces organes. Ce domaine qui connaît un intérêt très particulier dernièrement, surtout après la pandémie du Covid et ses répercussions négatives sur cet organe vital. La Covid-19 qui a prouvé que le Maroc, de façon générale, et la région Souss-Massa en particulier, doit consacrer un intérêt particulier à cette spécialité et prêter main forte aux acteurs de la spécialité pour développer des compétences acuminées, capables de rendre service à la population de la région. Ce congrès est une opportunité régionale pour tous les étudiants, les médecins généralistes, les médecins spécialistes des maladies respiratoires en cours de formation ou en cours d'exercice, de faire des cycles de formation continue, pratiques et théoriques et d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des maladies respiratoires, leur permettant d'offrir des soins de qualité à l'échelle de la région. Ce congrès est également un lieu d'échange et de débat entre les experts régionaux, nationaux et internationaux sur les dernières recherches scientifiques et technologies appliquées dans le domaine. Ce congrès discutera également des études en séance plénière spéciale du projet royal concernant la réforme des études médicales de la région de Souss-Massa. Chers collègues, nous vous souhaitons les bienvenus. Merci. Je donne la parole au professeur Swan, vice-président de l'université Ibn Zohar. Monsieur le Wali, Monsieur Spécial, Monsieur les parlementaires, Madame la vice-présidente de la région Souss-Massa, Monsieur le vice-président de la commune d'Agadir, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le vice-président de l'université chargé des affaires pédagogiques, chers professeurs, chers enseignants-chercheurs, chers pneumologues, chers étudiants et étudiantes, et vous présenter les excuses de Monsieur le Président, professeur Aziz Bilbo. Il aurait pu être parmi nous, mais malheureusement, il a son agenda ne lui permet pas d'assister avec nous. Et je vais saisir aussi, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de l'université Ibn Zohar et l'ensemble du personnel ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux les plus différents à notre auguste souverain, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et le renouvellement de leur indéfectible attachement au glorieux trône alaouite, puisse Dieu accorder longue vie à Sa Majesté le roi et le combler avec, en la personne de Son Altesse Royale le Prince Moulay Hassan, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi que tous les membres de la famille des membres de l'illustre famille royale.
Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le domaine de la santé est l'un des domaines prioritaires de notre gouvernement, avec celui de l'éducation et l'emploi. Le chantier de la réforme du système de santé au Maroc est basé sur la consécration d'une nouvelle gouvernance visant à renforcer les mécanismes de législation et de contrôle du travail des intervenants et à consolider la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre de la santé, la réforme des études médicales et l'amélioration des infrastructures. Mesdames et messieurs, quant à l'organisation de cette première édition du Congrès international de pathologie respiratoire est une excellente initiative. Je voudrais féliciter Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, le comité d'organisation, et à leur tête Madame Salhan, ainsi que l'association des pneumologues de la région Souss-Messa et tous les autres partenaires pour l'organisation de ce congrès. Je souhaite également la bienvenue à tous les participants qui sont venus de loin pour participer à cet événement magnifique ville d'Agadir. J'espère que les enseignants-chercheurs de la faculté de médecine d'Agadir vont saisir cette occasion et cette opportunité pour tisser des relations avec les participants qui pourraient développer des partenariats et des axes de coopération dans le domaine de la recherche et de la formation scientifique, en relation bien sûr avec le domaine de la santé. Je rappelle que la faculté de médecine d'Agadir a actuellement 4 laboratoires de recherche et une équipe de recherche et également une formation doctorale, qui est très important pour le développement de la recherche scientifique. Je vous informe aussi que l'université Ibn Zor dispose d'une cité d'innovation Souss-Messa en partenariat avec la wilaya et également la région Souss-Messa. Et je saisis d'ailleurs Monsieur Louali est le président de la commission mixte et je saisis cette occasion pour le remercier pour son soutien non seulement à la cité d'innovation mais également à toutes les composantes de l'université Ibn Zor. Je remercie également le président de la région Souss-Messa et les autorités locales pour leur soutien de l'université Ibn Zor. J'invite les enseignants-chercheurs, les doctorants, pour ne pas hésiter à venir à la Cité de l'innovation, de proposer des idées innovantes dans le domaine de la recherche et de la santé pour la création de start-up et encourager la recherche et le développement dans le domaine de la santé. Je saisis également cette occasion pour saluer les futurs médecins de la faculté de médecine et de pharmacie, parce qu'il s'agit de la première promotion qui va sortir au titre de l'année universitaire 2023-2024. Je félicite le staff administratif, je félicite les enseignants-chercheurs qui ont contribué à l'encadrement des futurs médecins. Je félicite également Monsieur le doyen pour la bonne gouvernance de l'établissement. Et j'espère que les futurs médecins qui vont sortir vont rester dans la région Souss-Messa pour contribuer à améliorer les compétences en termes de médecine et renforcer le staff médical dans la région. Avant, vous aviez besoin de votre faculté. Maintenant, une fois que vous êtes médecin, c'est la faculté qui aura besoin de vous. Enfin, je ne veux pas parler de la pathologie respiratoire. Je laisse le soin aux spécialistes d'en parler. Je ne suis pas un médecin, mais ce que je peux vous dire, que c'est une spécialité qui a connu un intérêt très particulier, particulièrement à cause de la pandémie Covid. Et je suis convaincu que parmi les personnes ici présentes, dont moi-même, on a sûrement fait appel à un pneumologue durant cette période de pandémie. Et je suis sûr aussi qu'on a tous acheté des oxymètres pour surveiller notre respiration et notre saturation en oxygène. En tout cas, j'ai envie de dire que quand le poumon va, tout va.
Comme le sport et la santé vont ensemble, et si vous souhaitez tester vos capacités respiratoires et votre physique, capacité athlétique, je vous informe que l'Université de Nozor organise ce dimanche un semi-marathon universitaire. Alors je vous invite à y participer et tester vos capacités respiratoires et voir si vous tient plusieurs fois. En tout cas, je vous souhaite très bon congrès, d'excellents échanges entre les chercheurs, plein de succès à vos travaux de recherche et merci pour votre attention. Monsieur le Wali, vous nous honorez par votre présence. Je ne me rappelle pas combien de fois vous êtes venu ici, c'est la 6e, 7e fois que vous êtes là, à la faculté de médecine, pharmacie d'Agadir, et à chaque fois que vous êtes là, pour votre présence est un honneur pour la faculté et pour la manifestation qu'abrite la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir. Madame la vice-présidente de la région, monsieur le président de la commune de Saroudens, est membre du conseil de faculté de la faculté de médecine et pharmacie d'Agadir. Monsieur le vice-président de la commune d'Agadir et cher ami, ancien membre du conseil de faculté, monsieur les deux vice-présidents, ici présents, monsieur le président du conseil régional de l'ordre des médecins, qui est à ma droite, monsieur le doyen honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, est là, monsieur le ministre, c'est Lourdi, ancien ministre de la Santé, qui a voulu se faire discret, monsieur le président de la Société africaine de pneumologie et de toutes les sociétés savantes, en pneumologie. Alors, il y a des représentants de Oujda, de Tanger, de Tétouan, de Fès, de Rabat, de Casablanca, de Marrakech, et bien sûr d'Agadir, mais aussi l'Ayoun Aïnia, l'Ayoun bien sûr, l'Ayoun, et d'autres régions. C'est un congrès international, mais avant d'être international, il est d'abord national. Et il regroupe la majorité, un échantillon représentatif des pneumologues de notre pays. Donc c'est à l'honneur de Madame Hind Sahan, l'organisatrice. Alors justement, Madame Sahan, comme d'habitude, m'a demandé de faire la bienvenue des personnalités, mais lorsque j'ai vu le programme, elle m'a demandé de faire une présentation. Alors j'avais deux choix, ou bien de dire la réforme des études médicales, ça peut se résumer en un mot, et c'est surtout la réforme et le parcours de soins qui va être traité par les professionnels de la santé. Et dans ce cas, je dis que la nouvelle réforme, c'est 6 ans de médecine, et on va doubler la capacité des étudiants en médecine dans tout le Maroc d'ici 2025, et on va avoir un budget conséquent, avec des postes budgétaires, c'est maintenant acté, et on est très fiers de l'être, de l'avoir, et ça s'arrête là. Pour laisser la parole justement à monsieur le directeur du CHU et madame la directrice régionale de la santé, qui, malheureusement, ne sont pas parmi vous aujourd'hui. Vous savez qu'il y a à Marrakech, actuellement, il va se terminer dans 1 heure, le premier congrès international africain de la réduction des risques, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, et sous la présidence effective de monsieur le chef du gouvernement, avec la présence de 4 ministres. Et moi-même, j'y étais avec monsieur Swan, mais on est venu en début d'après-midi pour justement vous accueillir dans cette belle faculté. Et je me permets de dire à chaque fois que je parle de la faculté, vous êtes dans la plus belle faculté de médecine et de pharmacie du Maroc. En attendant que la faculté de médecine et pharmacie de l'Ayoun s'ouvrir, oui, là, quand Hassan, alors, justement, je vais profiter pour parler de ma faculté, de la faculté que j'ai l'honneur de diriger. Et la première promotion a été accueillie le lundi 26 septembre 2016. Et le souhait du doyen, qui est maintenant à son 2e mandat, justement, c'est d'assister
à la première promotion, au premier lauréat qui, en principe, à partir de novembre 2023, et ceci sous le regard bienveillant de notre président, le professeur Dondo, qui est actuellement, je pense, à l'étranger, qui n'a pas pu être parmi nous. Et là, justement, pour la nostalgie, pour l'histoire, c'est peut-être la première promotion des étudiants en médecine au Maroc. La faculté de médecine-pharmacie de Rabat a ouvert ses portes en 1962, et je pense que c'est la première promotion, c'est peut-être en mars ou avril de 1963. Ces jeunes étudiants médecins, ils doivent avoir 78 ans à 80 ans maintenant. Alors, justement, bon, c'est un peu complexe, parce qu'on m'a dit de parler de réforme des études médicales. Cette réforme a été réfléchie déjà depuis 2015, mais elle n'a intéressé que disons, le premier et le deuxième cycle, de la première année à la 5e année. Et il y avait des propositions, des discussions à propos de ce qu'on appelle maintenant la médecine de famille, à propos du concours d'internat, du concours de résident, peut-être que les étudiants peuvent passer à la fin de leur 6e année et pas après le doctorat de médecine pour qu'ils gagnent des années. Mais jusqu'à maintenant, pour ne pas alourdir ma présentation, jusqu'à maintenant, la réforme du 3e cycle est en cours de discussion au niveau des deux ministères de tutelle, justement, et on est en train d'y travailler, et on espère un petit peu avoir un livrable, parce que justement, la nouvelle réforme, justement, comme je l'ai dit, prévoit 6 ans de médecine, et actuellement, les étudiants qui sont actuellement en 4e année de médecine dans toutes les facultés marocaines n'auront à passer que 6 ans. Alors justement, cette réforme, depuis 2015 et bien avant, a voulu bien sûr faire de nos médecins des médecins 7 étoiles, comme disent les Canadiens, et justement a réfléchi sur ce qu'on prépare comme médecin. Quel est le profil du médecin dont le Maroc on a besoin. Bien sûr, il a réfléchi sur les passerelles, sur le programme, sur le concours et ainsi de suite. Et puis, elle a introduit cette réforme, la réforme de 2015, d'autres modules d'ouverture aux outils, comme l'économie de la santé, la législation, l'éthique, la gériatrie, la santé, l'environnement, la sociologie, technique de communication, nouvelles technologies, la recherche, l'anglais, le français, ainsi de suite. Donc, et maintenant, c'est acté, bien sûr, c'est pratiqué dans toutes les facultés de médecine marocaine. Et bien sûr, pour faire allusion à l'anglais, qui est la langue de la science, la langue de la recherche, l'université Ibn Zor, bien sûr, prône cette formation en anglais pour les étudiants, mais aussi, maintenant, pour les enseignants et pour les administratifs. Et, justement, lorsqu'on est venu, c'est lui qui avait signé et approuvé cette convention que l'université a eue avec la direction régionale de la santé, sous bien sûr la tutelle de décalage sous la tutelle de l'université Ibn Zor, et COD a signé justement, approuvé cette convention pour justement permettre à nos enseignants, à nos étudiants, qu'ils soient externes, internes ou résidents, pour qu'ils aient accès au centre régional Hassan II, parce qu'on n'a pas encore de CHU malheureusement, et justement pour qu'il y ait une certaine charte de pratique des enseignants et aussi des étudiants. Alors justement, pour que ça concerne la faculté de médecine pharmacie d'Agadir, on a reçu cette année 282 nouveaux étudiants marocains, plus jusqu'à maintenant 25 peut-être étudiants internationaux, pour ne pas dire étudiants étrangers, parce qu'il n'y a pas d'étrangers au Maroc. Les personnes qui sont d'autres pays qui sont là, c'est leur deuxième pays, donc c'est des étudiants internationaux. Et on a reçu 282 Marocains et 25 internationaux. L'année dernière, on a reçu 222 nationaux, c'est-à-dire on a ajouté 60 places cette année. Et on va crescendo jusqu'à ce qu'on va doubler justement la capacité d'accueil des étudiants à la faculté d'ici 5 ans, et justement pour effectivement faire appel à la charte, au contrat programme qui a été signé
en présence du chef du gouvernement, avec par les deux ministres de tutelle. Et actuellement, le nombre d'effectifs des étudiants est de 1200. Celui des enseignants, on a 62 enseignants, dont 9 militaires, mais cette année, on est en train de passer les concours, et on va recevoir, Inch'Allah, 10 enseignants supplémentaires, dont 3 militaires. Alors justement, cette plaque résume un peu, si on peut dire rapidement, cette nouvelle réforme qui est en train, on attend encore la sortie par le secrétaire général du gouvernement, du cahier national des normes pédagogiques, et là, de la première à la 5e année, rien de changé. Mais la 6e année, la 7e année va être supprimée, tout simplement parce que les étudiants faisaient des stages à l'extérieur de la faculté, et parfois ils ne sont pas encadrés par les enseignants, parfois il y a des problèmes pédagogiques, et donc le réseau des doyens, avec le ministère de l'enseignement supérieur, a prôné justement cette approche pour que la 6e année soit justement un stage à plein temps comme elle est toujours, mais avec une ouverture au niveau des structures de la santé. Comme ça, justement, il y a quand même, parce que le médecin, lorsqu'il va sortir, il ne va pas travailler qu'au niveau du privé. Il y a des médecins qui vont travailler au privé, au public, au CHU, donc il faut qu'ils voient un petit peu le public. Et oui, on a aussi un projet de convention avec le conseil régional de l'ordre, avec les médecins privés, certains médecins privés, que nos enseignants vont sélectionner, si on peut dire sur des critères, pour qu'ils participent, ces médecins privés, à la formation, à l'encadrement de nos étudiants. Bien sûr, c'est fait maintenant par les dentistes, par les pharmaciens, par les ingénieurs, par les avocats, par les économistes, pourquoi pas les médecins. Bon, là c'est des petits détails justement de la réforme, avec le projet de médecine de famille qui est en gestation, mais qui n'est pas de jour actuellement. Alors justement, donc, je vais parler de ce qu'on normalement devait parler Madame la directrice générale de la santé, Oulane Sedehani, du système de santé marocain. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé, il y a les institutions et les mutuelles. Et on a l'AMO, on a le RAMED. Le RAMED, ça va bientôt verser vers l'AMO, et tous les sujets, tous les citoyens qui ont le RAMED vont avoir, je pense, la CNSS, comme tout le monde. Il y a les compagnies d'assurance privées qui sont connues, et il y a certaines institutions de mutuelles. Par exemple, la Royal Air Maroc ont leur mutuelle propre, l'ONE, ainsi de suite, beaucoup de l'ONCF, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que le projet royal de la couverture médicale universelle va être bientôt, dans les prochaines années, bientôt prêt, et justement, les facultés de médecine et de pharmacie du Maroc participent à la préparation justement de ce projet, pour qu'il y ait un peu plus de médecins, parce que malheureusement, actuellement, on a au moins 2 fois moins de médecins qu'il n'en faut pour les Marocains. On a 7 médecins pour 10 000 habitants, et mieux encore, ou le pire encore, 60% de ces médecins sont concentrés entre l'axe Kenitra et le Jadida, et donc c'est pour cela tout à l'heure, monsieur le vice-président a prôné que nos chers étudiants qui sont de la région doivent rester dans la région pour servir leur région, parce que le pays et la région les a servis pour les former gratuitement. C'est très important. Alors, c'est un complément d'un mot. Et tout est régulé parce qu'on appelle l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie. Oui, mais c'est des petits détails techniques. Ah, justement, c'est très important à savoir. Il y a 50% des dépenses de l'AMO pour 5% des bénéficiaires. Les malades qui ont des maladies chroniques, ce qu'on appelle l'ALD, l'affection de longue durée, comme les hypertendus, comme les diabétiques, comme les cancers, ainsi de suite, ils profitent de la mutuelle, mais il n'y a que 3% de la population. Toute cette population utilise 50% de l'ensemble du budget de la mutuelle. Donc il faut un petit peu faire des ajustements, justement, pour effectivement que les autres puissent en bénéficier. Tout le monde doit en bénéficier, bien sûr, mais quand même, cette différence est éloquente et choquante aussi. Alors, quelques problématiques des systèmes de santé au Maroc. D'abord, il y a une pénurie structurelle des ressources humaines médicales et paramédicales. C'est le loisir. Là, il y a un manque. Et si on va dans cette allure, il y a une 2035, les facultés de médecine. Donc, il y a une solution faite par ce gouvernement, justement, pour essayer de doubler l'effectif des médecins. Mais le problème des paramédicaux reste entier.
et, parce qu'il y a peu d'écoles qui forment les personnels paramédicaux. Bon, il y a la fuite, moi j'ai mis fuite, mais en principe c'est des personnes qui ont choisi, des médecins qui ont choisi d'aller travailler à l'étranger. Mais là, ça devient de plus en plus grave. On forme actuellement, toutes les facultés, moins de 2000 médecins, 1800 médecins. Il y a 600 chaque année qui partent à l'étranger. ما بقاش غير فرنسا ولا في المانيا تدخل 6e année تتعلموا الالمانيه تمشي وماشي غير الاطباء même le personnel paramédical. Alors bon, on peut moi en tant que doyen je peux le prendre du bon côté, c'est-à-dire que mes étudiants ont un niveau fort, ils sont tellement bien formés qu'ils sont acceptés sans condition par des pays développés, ce qui n'était pas la chose auparavant. Et les Marocains, lorsqu'on est résident, on les adresse pour des stages à l'étranger de 6 mois. Il les supplie, les enseignants à l'étranger, pour qu'ils restent avec eux plus de 6 semaines. Tellement ils sont efficaces, tellement ils s'acclimatent avec le milieu des Français et ils sont très rentables. Donc c'est une très bonne chose. Mais le revers de la médaille, ce sont des étudiants que le Maroc a formés, qui ont 25 ans, 30 ans, comme on dit, et on les offre gratuitement à tous les pays. Bien sûr, beaucoup d'entre eux vont revenir. Notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, a organisé le pacte ESRI de la 13e région, qu'il appelle 13e région de la diaspora marocaine. Il y a beaucoup de Marocains dans tous les pays qui ont des postes clés dans les universités, dans beaucoup de départements, et qui sont prêts à aider le pays. Et puis il y a une facilitation maintenant, et c'est en cours, de notre ministère de tutelle, pour que lorsque un Marocain veut rentrer, on va lui capitaliser son expérience à l'étranger. Mais si j'ai docteur avec 20 ans, il a 12 de concours de prof assistant, de alors non, il faut qu'il capitalise, et tout ça c'est en fait justement pour essayer de recruter notre diaspora qui excelle à chaque fois qu'il est à l'étranger. Alors, l'absence d'un parcours de soins intégré et la mauvaise cohérence, malheureusement, entre CHU, les hôpitaux et les centres de soins de santé. Et le ministère de la Santé, actuellement, est en train de faire un petit peu une nouvelle réforme aussi, avec ce qu'on appelle les GST, les groupements de soins territoriaux, et qui vont être à l'échelle de la région et qui vont être chapeautés par le CHU. Parce que malheureusement, maintenant, les enseignants des facultés de médecine sont bicéphales, appartenant à l'enseignement supérieur et à la santé. Et ils travaillent 90% de leur temps à l'hôpital. Et donc cette bicéphalie est un peu différente et un peu gênante parce qu'elle crée des problèmes. Et donc la nouvelle structure, justement, la nouvelle réforme, c'est que le CHU soit en haut. C'est pas qu'il va présider, qu'il va diriger, non, qu'il va coordonner toutes les structures de soins au niveau de la région. Et j'espère que ça va être un petit peu bénéfique pour la qualité des soins au niveau de notre pays. Alors justement, comme je l'ai dit, il y a notre président du conseil régional de l'Ordre, il est avec nous. Donc on est actuellement quelques 25 000, 26 000 médecins au Maroc pour 36 millions. Ce qui fait un peu moins de 8 médecins par 10 000 habitants. Et on a besoin de moins de double pour justement faire face à cette couverture médicale universelle. Alors, la réforme du système de santé, il y a un projet de loi cadre qui est adopté le 13 juillet 2022. Alors, les principaux, bon, je vais pas alourdir ma présentation, parce que normalement ça devrait être présenté par C. Rihani ou par Madame Chakili, c'est pas grave. Le parcours coordonné de soins, justement, c'est dans la réforme des études médicales et de la santé. Alors là, justement, rapidement, pour vous donner une idée sur les niveaux. Il y a le premier niveau, c'est les centres de santé, c'est le cabinet de médecins. Le deuxième niveau, ça peut être le spécialiste ou le centre hospitalier régional, par exemple. Et le troisième niveau, c'est le CHU. Et donc, normalement, un malade n'arrive au CHU que si jamais il a été filtré par ces trois niveaux. Or, malheureusement, on reçoit encore, et on est encore, disons, imprégné et bousculé par des malades qui viennent directement au niveau du CHU, et alors que le CHU doit être consacré à des situations et des opérations, par exemple, des actes qui ne sont pas ailleurs. Alors, justement, cette réforme va essayer de coordonner tout ça.
Bon, là, c'est le référentiel exemple de diabète, et comme je suis diabétologue, et là, on est justement dans la continuité parce que lundi dernier, c'était le 14 novembre, c'était la journée mondiale du diabète. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Maroc, c'est déjà 56 ans, et justement, comme a dit le vice-président, la faculté fête cette fête d'indépendance suite à la circulaire de monsieur le chef du gouvernement, à sa manière, en organisant un congrès dans le cadre de la formation médicale continue. Alors justement, voilà votre invitation, ceux qui vont courir et faire le semi-marathon, c'est justement, ça va partir de la faculté de médecine de pharmacie. La faculté de médecine de pharmacie d'Agadir est devenue un très bon repère au niveau de toute la région Souss-Messa, pour toutes les activités. Et justement, la semaine prochaine, lundi prochain, ici même dans cette salle, on va démarrer la semaine de la prise en charge de santé de l'étudiant. Et c'est organisé de concert entre les deux ministères de tutelle, l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et on va démarrer d'ici à 10h. Et le thème principal, il est très important, c'est l'addiction. Très bien, merci pour votre attention. Sur la réforme des études médicales et son impact sur le parcours des soins, je profite du fait que je tiens le micro pour au moins remercier les organisateurs de m'avoir invité à être parmi vous, ce qui constitue pour moi un grand honneur d'être parmi vous, parmi monsieur le wali de la région et tout le staff accompagnateur de la région, mes anciens collègues, les pneumologues de la région. Et je remercie tout particulièrement, et ça me fait plaisir de voir Madame Professeure Zahan, présidente du congrès, pour tous les efforts qu'elle a faits. Entre nous, vous savez très bien que le professeur Zahan était à Marrakech à l'époque où j'ai géré la faculté de médecine, et ça me fait vraiment grand plaisir de voir un peu le devenir et tous les efforts qu'elle a menés pour organiser un tel congrès de telle ampleur. Ça fait vraiment plaisir. Alors ceci dit, je donne la parole, je pense sans trop tarder, au docteur Moumen pour nous parler du parcours des soins. Ou bien il y a quelque chose au programme? Je tiens d'abord à remercier les organisations du Premier Congrès international pour sa prévenance et sa bienveillance. C'est difficile de parler en un laps de temps court du parcours de soins de santé en pneumologie. Bon, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, de quoi le parcours de soins est-il venu? Mis à part l'article 12 de la loi cadre 06/22 sur la réforme de santé adoptée par le Conseil des ministres en juillet 2022 et qui a suscité pas mal de polémiques, il a fait couler beaucoup d'encre. On va quand même rester fidèle au titre, parce que c'est le parcours de soins en pneumologie, et pour ne pas donc se perdre dans des surenchères revendicatives. Donc je vais rappeler rapidement les 4 grands piliers de cette loi, qui sont l'accessibilité aux soins à tous les citoyens, quel que soit leur niveau socio-économique, garantir une grande qualité de service, améliorer le changement de la gouvernance du système de santé, c'est les fameux groupements sanitaires régionaux, et également l'informatisation du système, ça veut dire traçabilité et optimisation des soins de santé. Alors, tout d'abord, je vais apporter un petit rectificatif concernant le parcours de soins, parce que c'est des termes qui ne sont pas interchangeables. Quand on parle de parcours de soins, on s'inscrit dans une logique stricto sensu curative. Alors que quand on parle de parcours de santé, on adopte une approche plutôt préventive. Ça veut dire
l'éducation pour la santé de la mère et de l'enfant, les campagnes de vaccination, les dépistages, etc. Donc, dorénavant, je vais parler de parcours de santé. Alors, c'est quoi un parcours de soins coordonné? Alors, pour éviter justement les errances diagnostiques et médicales, le parcours de soins essaie un petit peu de faire entrer, à faire accéder un patient, pour lui éviter l'errance médicale, dans un parcours de soins où le médecin, par le portail de médecin traitant, c'est-à-dire, ça peut être un généraliste, ça peut être, donc il y a tellement d'adjectifs qu'on essaie de mettre devant le terme médecin, généraliste, spécialiste, traitant, de référence, correspondant, médecin de famille, etc. Mais bref, l'essentiel, c'est que ce médecin, il aura la lourde tâche, donc, de faire bénéficier le patient d'un suivi médical coordonné, voire d'un suivi digitalisé, et puis avec traçabilité des rendez-vous, etc., des médicaments, et un parcours permettant une gestion médicale rigoureuse, avec prévention personnalisée, intégrant des actions d'accompagnement médico-social, et donc permettant également une éducation sanitaire avec sensibilisation et vaccination. Le tout avec un meilleur remboursement et un moindre coût. Donc il aura d'autres tâches, ce médecin traitant. C'est que d'abord il doit assurer le diagnostic et le bilan. Il doit assurer également le courrier avec les médecins pour gérer les comorbidités. Il doit donc gérer les comorbidités avec les autres confrères spécialistes, endocrino, cardio, etc. Mais également, il doit aborder la personne de confiance, la famille. Alors, le parcours de santé en pneumologie, ça concerne beaucoup de pathologies, et qui mieux qu'un pneumologue pour prendre en charge les pathologies pulmonaires inflammatoires chroniques, l'asthme, la BPCO, la DDB, des pathologies lourdes telles que le cancer du poumon et des pathologies telles que la pneumopathie infiltrative diffuse, donc la fibrose pulmonaire. Les pathologies aiguës, c'est des prises en charge rapides avec une efficacité à court terme, que ce soit en ville ou à l'hôpital. D'autres pathologies ne vont pas être abordées parce que le propos va dépasser le temps imparti. Alors, le parcours de soins des pathologies respiratoires, c'est un constat, il est miné par des méconnaissances de la maladie par les malades et parfois par les professionnels de santé. Des divergences d'approches diagnostiques et thérapeutiques, des incompréhensions et des risques de mauvaises observances qui ne facilitent pas des prises en charge correctes et optimales et qui se trouvent compromises. Pourquoi ce parcours de soins et pourquoi la loi l'a inscrit, le législateur l'a inscrit dans la loi? Il y a l'errance médicale d'abord, parce que l'errance, c'est une véritable plaie dans le système de santé actuellement au Maroc. Généralement, normalement, l'errance, c'est beaucoup de gens s'accommodent à ça. Les patients s'accommodent à cette errance médicale, et ça connaît même une banalisation inquiétante. Voilà. Et puis, c'est à l'origine d'un retard de diagnostic énorme, et surtout un retard de prise en charge thérapeutique avec une lourdeur de prise en charge et une mobilisation de personnel. Et surtout, il y a des répercussions financières et ça constitue un fardeau pour les organismes sociaux. Alors, un parcours de soins. L'errance médicale, c'est important parce qu'on vient de rappeler que c'est une véritable plaie et justement le parcours de soins vient là pour remédier à cette errance médicale et diagnostique. Alors, parce que le patient marocain, souvent, je ne dis pas parfois, mais parfois souvent, emprunte un parcours de soins stochastique, c'est-à-dire un terme savant pour dire tout simplement aléatoire. Alors, ce parcours de soins, un patient, un citoyen lambda, quand il a un souci de santé, disons respiratoire,
il va donc voir d'abord le pharmacien, il va ensuite au centre de santé ou aller voir un cabinet médical de généraliste ou de spécialiste avant de se retrouver à l'hôpital, qu'il soit régional ou universitaire. Puis après, il peut se retrouver dans une clinique privée pour retrouver un autre cabinet médical ou d'un professeur de médecine de la place pour se retrouver encore une fois à l'hôpital. Autant vous dire que c'est un parcours de soins qui ne répond à aucun rationnel, à aucune logique. Et puis il y a une perte de temps énorme et c'est vraiment donc ça constitue un fardeau pour les caisses sociales. Et puis donc ça c'est pour ne parlons pas aussi des guérisseurs, hein, donc des possibles passages chez les guérisseurs traditionnels. Voilà. Alors, l'errance médicale et le retard de diagnostic, comment y remédier? Tout simplement, il faut inciter les patients de consulter au tout début. Il ne faut pas qu'ils se laissent donc traîner et donc raccourcir le délai de la première consultation, le wait time consultation. Ensuite, les professionnels de santé que nous sommes doivent faire tout leur possible pour faire un diagnostic donc, dans les plus brefs délais. Ensuite, quand le diagnostic est posé, il faut prendre la décision. Alors cette décision, il faut raccourcir le délai de prise en charge thérapeutique. Voilà. Alors, pour la consultation, la réduction de la première consultation, il faut sensibiliser la population à travers les médias classiques et les médias électroniques. Pour raccourcir le délai du diagnostic, il faut sensibiliser le pneumologue, donc le mettre un petit peu dans notre optique de prévenir, dépister, diagnostic précoce et traiter. Raccourcir le délai de la prise en charge de décision thérapeutique. Et dans ce cas-là, il faut améliorer les structures d'accueil qui ne sont parfois pas si accueillantes que ça et institutionnaliser les RCP et les DMD. Alors, retard de diagnostic, il y a 3 niveaux de responsabilité. Le patient, les professionnels de santé, entre autres le pneumologue, les structures de soins et la logistique. Le patient et le retard de diagnostic. On est vraiment frappé par la méconnaissance du risque de cancer bronchique et des autres pathologies respiratoires chroniques auprès du grand public. L'acrasie, c'est un terme grec qui veut dire tout simplement le fait de vouloir une chose et de faire son contraire. C'est un mot que j'ai appris pendant le premier confinement d'une revue des sciences humaines. Et là, c'est le fumeur, c'est le parfait comportement du fumeur qui sait que la cigarette est mauvaise pour la santé, mais continue quand même de fumer. C'est comme celui qui est en train de scier la branche d'arbre sur laquelle il est assis. Donc, souvent les malades consultent tardivement et le parcours de soins sont souvent chaotiques. C'est pour cela qu'il faut insister sur l'éducation thérapeutique des patients. Et il faut considérer aussi le patient comme un acteur dans le parcours de soins qui participe à la planification, au suivi et à la gestion de sa maladie. Et il faut impliquer aussi son entourage, surtout dans les pathologies lourdes et la pathologie chronique. Il faut améliorer l'adhésion au traitement de soins, donc 80%, ce qui constitue 80% de l'action thérapeutique. Il faut toujours, quelle que soit la pathologie, aider au sevrage si le patient est allergique. Pour le cancer, par exemple, c'est le premier cancer tueur de l'homme, avec 7000 nouveaux cas au Maroc, et autant pratiquement de décès par an. C'est le cancer pourtant le plus évitable. Donc il faut s'acharner à faire un diagnostic précoce, parce que si on tarde, c'est vraiment une perte de chance pour le malade. Et s'il tarde de quelques mois, s'il est initialement chirurgical, il va basculer vers un stade plus avancé. Et bonjour les dégâts, avec des traitements beaucoup plus lourds qui coûtent très cher à la collectivité. Il y a l'exemple édifiant du CHU de Gaza sur le retard. Depuis la première consultation à la décision thérapeutique, ça prend vraiment bien 4 mois. Minimum 4 mois. Or, les recommandations canadiennes préconisent uniquement 4 semaines. Et si le cas est chirurgical, c'est plutôt 2 semaines. La même constatation chez les Suédois qui préconisent un maximum de 4 semaines depuis la première consultation jusqu'à la décision thérapeutique en RCP. Le pneumologue, dans le parcours de soins, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, il doit donc éviter les égarements
responsable de retard du diagnostic. Pourtant, les symptômes sont quand même très banaux, donc tout essoufflement, douleur thoracique, etc. Le pneumologue est le spécialiste d'organes, hein, c'est le médecin référent en oncologie thoracique. C'est lui qui établit le diagnostic quand la tumeur est proximale et envoie à son confrère radiologue si la tumeur est radiologue interventionnel, si la tumeur est périphérique. Il fait le bilan, hein, donc fonctionnel, pré-thérapeutique, préopératoire. Il annonce le diagnostic, c'est une tâche assez lourde aussi, qu'il faudrait quand même manier avec beaucoup de tact. Il accompagne le patient tout au long du traitement en coordination avec l'équipe multidisciplinaire, du début jusqu'au support care. Malheureusement, on a peu d'informations de retour sur le suivi de ces malades, que juste si on les reçoit peut-être en pré-mortem, 3 jours, 1 semaine avant le cycle fatal. Un petit mot sur la RCP et la DMD. Donc, il faut toujours travailler dans la multidisciplinarité, puisque c'est un processus décisionnel incontournable, ça légitime la décision thérapeutique, et le projet thérapeutique est validé doit au moins être validé par 3 spécialistes, le pneumologue, le chirurgien thoracique et l'oncologue. La pertinence de la collégialité nous incite quand même à réclamer que cette RCP soit institutionnalisée par l'ANAM. Bien sûr, les décisions doivent émaner des recommandations issues de référentiels nationaux agréés par les sociétés savantes. Concernant la maladie asthmatique, je ne vous apprends rien. L'asthme, c'est 10% de la population générale, mais surtout, je vais insister sur l'asthme sévère, qui constitue 5 à 8% donc de la population des asthmatiques et qui reste méconnue par les médias et sous-estimée et surtout sous-traitée. Les asthmatiques sévères connaissent souvent un parcours chaotique et le diagnostic est souvent lent à diagnostic. Il faut bien sûr passer par l'étape de l'asthme difficile. Les asthmatiques sévères suivis par les pneumologues ont souvent connu donc, une longue errance diagnostique à l'origine d'un parcours de soins chaotique et un retard d'une bonne prise en charge. Alors, il faut d'abord établir le diagnostic d'asthme parce que parfois il s'agit de faux asthme. Tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Ça peut être une tumeur trachéale, un cancer bronchique, un corps étranger ou un poumon cardiaque. Voilà. 75% des patients ne savent pas utiliser correctement les inhalateurs. Donc seulement 25% des asthmatiques et des BPCO savent utiliser au bon moment et correctement les inhalateurs. Donc il y a un gros effort d'éducation sanitaire à faire. Donc je vais là paraphraser un ténor du XVIIIe siècle en France à propos de l'audace. Moi je dis de l'éducation, c'est Danton, hein, de l'éducation, encore de l'éducation et toujours de l'éducation. Cette plaque, je demanderai votre indulgence concernant la qualité de cette plaque, mais elle montre simplement que les patients demandent naturellement et cherchent uniquement un soulagement immédiat. Mais de là à se mettre dans la tête qu'il faut quand même prendre le traitement après la crise, ça, pratiquement 80% des patients ne l'entendent pas de cette oreille. Ça, c'est un vrai problème. Et 90% des patients demandent un soulagement immédiat. Et là, 40%, c'est une plaque assez ancienne, mais le chiffre est certainement plus élevé. Là, il faut faire échapper l'asthmatique dans cette spirale qui entraîne une dégradation de sa qualité de la vie. Donc, essayer de prendre en charge correctement l'asthme pour éviter toutes les répercussions psychosociales, médicales de l'asthme. Et bien sûr, il faut s'acharner, le pneumologue que nous sommes, de phénotyper les asthmatiques, est-ce qu'ils sont TH2 ou TH1, essayer de voir est-ce qu'ils sont allergiques éosinophiliques, non allergiques, non éosinophiliques, allergiques, non éosinophiliques, ou éosinophiliques, non allergiques. Il y en a 4, c'est-à-dire
des cas d'asthme TH2 pour la plupart, et parfois des cas d'asthme non allergique. Donc il s'agit de l'endotype, et proposer une thérapeutique ciblée, hein, donc, au bon moment et pour le bon patient. Concernant la BPCO au Maroc, je vous apprends également rien si je vous dis que c'est une pathologie qui touche 4% pratiquement de la population, soit 1,5 million de nos concitoyens. Elle va constituer la 3e cause de mortalité dans le monde à l'horizon de 2030. Un fait essentiel, c'est que 2 patients BPCO sur 3 ne le savent pas. Là, vraiment, il y a un gros effort de dépistage et de diagnostic précoce et de sensibilisation des patients fumeurs. Et plus de 90% des décès par BPCO dans des pays à faible revenu ou à un revenu intermédiaire. Donc c'est une maladie sous-diagnostiquée, sous-traitée, mais connue du grand public. Elle est d'évolution progressive, d'où l'intérêt de faire un diagnostic précoce et là le rôle du pneumologue dans le parcours de soins coordonné. Des messages également pour améliorer le parcours de soins. Ça, je ne vous apprends rien, des notions que vous connaissez tous. Il faut toujours penser à la BPCO devant tout tabagique ayant des symptômes. Chez une personne de plus de 40 ans, il faut absolument faire une spirométrie qui est nécessaire pour faire le diagnostic de BPCO. Le traitement, c'est des grandes notions que tout le monde connaît, repose sur, ils vont toujours les rappeler, sur le sevrage tabagique, l'activité physique, les bronchodilatateurs et les vaccinations. La réhabilitation respiratoire doit être proposée dans ce parcours de soins du pneumologue, de santé, hein, parcours de santé du pneumologue. Il faut proposer la réhabilitation à tout patient dyspnéique, ne pas prescrire de corticoïdes inhalés seul et de corticoïdes orales au long cours. La théophiline, certains l'utilisent, l'azithromycine pour son action immunomodulatrice et anti-inflammatoire, en attendant les traitements biothérapiques. Il faut dire que la BPCO est le parent pauvre de la médecine de précision, contrairement au cancer bronchique, qui a vu donc un changement de paradigme dans le traitement du cancer bronchique, et l'asthme aussi, avec les anti-IgE, les anticorps anti-interleukine 5, interleukine 13 et 4. La BPCO, c'est une spirale également. C'est une maladie d'aggravation progressive liée à la sédentarisation, au déconditionnement musculaire. Donc la dyspnée, il a une part respiratoire, il a également une part musculaire du fait de l'atteinte musculaire périphérique. Donc il induit une intolérance à l'effort, une qualité de vie médiocre et l'insuffisance respiratoire qui s'installe. Toujours essayer d'extirper les patients de cette spirale qui mène vers l'insuffisance respiratoire par un diagnostic précoce et une bonne prise en charge dans un parcours de soins coordonné. Ça, c'est une plaque récente de 2022 qui montre un petit peu l'escalade thérapeutique et la désescalade thérapeutique concernant les malades, avec l'association LABA, LAMA, par quoi commencer, et puis l'adjonction de la corticothérapie inhalée quand le taux d'éosinophile parfois dépasse les 200 à 300. Ça touche un petit peu les ACO, mais on ne va pas quand même s'attarder là-dessus. La PID, en cas de suspicion de PID, anamnèse rigoureuse, après un examen clinique détaillé avec radio thoracique normale, puisque la radio thoracique doit normalement faire partie d'une consultation de pneumologie qui se respecte, parce que la radiographie thoracique est pour le pneumologue ce que le CG est pour le cardiologue, ça c'est très important à connaître, et toujours en cas de suspicion de pneumopathie interstitielle, demander un scanner thoracique en haute résolution, fait de bonnes conditions techniques, donc en inspiration profonde, et puis parfois chez les obèses en position de bronchoscopie bronchique avec lavage et biopsie étagée quand il s'agit de possibles sarcoïdose ou autres maladies granulomateuses. La DND, c'est incontournable dans la PID, c'est elle qui définit la décision d'éducation thérapeutique. Encore de l'éducation thérapeutique et toujours de l'éducation thérapeutique, c'est une partie, il doit faire partie intégrante de la prise en charge thérapeutique. Ça concerne également le patient et son entourage. Elle doit débuter dès la première consultation. Elle permet aux patients d'acquérir des connaissances théoriques et gestuelles pour se prendre en charge de façon autonome et savoir faire face à l'urgence thérapeutique. Concernant les structures d'accueil,
Alors, il faut améliorer le parcours de santé et les structures d'accueil, réduire les pertes de vue, surtout en oncologie thoracique, en radiothérapie, pratiquement dans une étude. 50% des malades qui avaient un rendez-vous avaient disparu de la circulation. On ne sait pas trop, cancer ou de fibrose pulmonaire écrasée. C'est vraiment un parcours de combattant pour les patients qui vont arpenter les couloirs de la CNSS, de la CNOPS et de la LAM pour réclamer leur traitement. Je vais terminer rapidement. Pourquoi pas aussi un programme spécialisé. On ne peut pas finir sans parler de la lutte anti-tabac. Donc, traiter, c'est bien. Prévenir, c'est encore mieux. Et j'ai cherché des citations, parfois amusantes, concernant le tabac. Et j'ai trouvé cette citation, en fait, faussement idyllique, lugubre et mortifère, qui dit ceci: le fumeur meurt pour la cigarette et la cigarette brûle pour lui. Donc il faut s'opposer à cet adage, extirper le patient du tabagisme, donc pour l'aider à s'échapper à cette relation fatale et dangereuse. Comment? Par la sensibilisation du grand public, à travers les médias classiques et électroniques, par donc, une information adaptée et ciblée, le cancer bronchique, premier cancer tueur de l'homme, la BPCO, l'asthme aussi, il est compliqué par le tabac. Il faut absolument que cette loi anti-tabac voit le jour à travers les textes réglementaires. Donc c'est une loi qui a été votée en 1994 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas encore appliquée. Et ça, c'est vraiment une plaie aussi dans le parcours de soins, du parcours de santé du pneumologue. Il faut aussi parler, ne pas oublier le danger des cigarettes électroniques et du tabac chauffé. On nous vend souvent des faux bénéfices, mais au fait, c'est des thérapies, c'est des objets, c'est des produits qui sont vraiment délétères et comportent de vrais risques. Il faut donc lancer des campagnes de dépistage pour le diagnostic précoce et faire des consultations de sevrage dans différents centres hospitaliers et universitaires. Donc, il faut initier des réseaux de RCP de compétences de différents secteurs, qu'ils soient privés ou publics, et des RCP d'experts au niveau des CHU. Et pourquoi pas, donc, des écoles de l'asthme, au niveau des hôpitaux, multiplier les centres de réhabilitation. Au Maroc, on n'en dispose que d'un seul à Rabat, à l'hôpital Moulay Youssef. Et voilà. Et puis, il faut activer le partenariat public-privé qui est vraiment claudiquant. Il marche dans certaines régions, mais il est claudiquant dans d'autres régions. Alors, pour terminer, donc c'est des messages que je vous invite à voir un petit peu. D'abord, à ramener à la maison, parce que c'était un message, donc j'ai cherché un petit peu la traduction en anglais. Donc c'est des messages que je vous propose de ramener à la maison. D'abord, sensibiliser la population, c'est un devoir. Sensibiliser les pneumologues que nous sommes est un impératif. La multidisciplinarité doit devenir une obligation, que ce soit pour le cancer bronchique, les PID, et pourquoi pas pour les pathologies inflammatoires bronchiques chroniques. Il faut améliorer les structures d'accueil, les unités de soins, le centre de santé, etc. Il faut s'engager à faciliter l'accès aux médicaments, c'est un point très important, et que l'informatisation des données n'est pas un luxe. Dernier message, l'esprit de ce parcours de santé, au fait, ça se résume dans cette phrase. Il s'agit de faire en sorte qu'une population cible reçoive les bons soins par les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment, le tout au moindre coût. Et je vous remercie. Je vous annonce le 4e congrès de l'APPF qui aura lieu le 11-12 mars à l'hôtel Marriott à Fès. Vous serez tous les bienvenus. Exposé sur le parcours de santé en pneumologie. Et je vois qu'il y a beaucoup de courageux. Et je vous ai pris, Zama, de rester avec nous, si vous le pouvez.
Avant de donner la parole au docteur Lotfi pour nous parler du parcours de soins chez le malade tuberculeux, je pense qu'on peut donner quand même à la salle une ou deux questions sur cette présentation du parcours de soins en pneumologie. Si quelqu'un veut intervenir ou apporter des précisions, un complément. Si on veut un petit peu aviver les choses, c'est le moment. Le parcours de soins et il connaît un regain d'intérêt à l'occasion de cette loi 06-22. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... Indicative, parce que là, je parle du rôle du médecin traitant dans cet édifice. Il constitue donc vraiment la pierre angulaire dans cet édifice. Il a une lourde tâche, mais c'est pas facile. En France, il y a des médecins qui refusent d'être des médecins traitants. C'est une lourde tâche, parce que c'est vraiment, vous savez qu'il y a... il assure le diagnostic, le suivi personnalisé, les rendez-vous, la prévention, les vaccinations, etc. Et puis la famille, il faut qu'il fasse un bon diagnostic dans de meilleurs délais. Et gérer les comorbidités, ce n'est pas une mince affaire d'être un médecin traitant. Les gens croient que c'est facile. C'est vraiment la pierre angulaire d'un édifice que les gens doivent quand même avoir le courage d'assumer. C'est ça. Avec maintenant le développement des techniques de communication, le médecin qui est entre guillemets harcelé par le WhatsApp, l'Internet et tout cela, qui décide de prendre en charge un patient comme médecin de famille. Voilà. Encore médecin de famille. Voilà, on a mis beaucoup d'objectifs devant le mot médecin, mais on ne peut pas s'autoproclamer médecin de famille. Nous sommes tous des médecins de famille. Moi, dans ma patientèle, j'ai un nom de famille, de la même famille, il y en a au moins 15 personnes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis médecin de famille. Médecin de famille, c'est un cursus qui doit durer au moins 3 ans, 4 ans. C'est jamais. Bonjour, je suis pneumologue privé installé à Marrakech. Et la seule parcours de soins, c'est vraiment, si je comprends bien, ce qu'il va être instauré. C'est-à-dire que le malade, il va passer par le médecin généraliste, le médecin de famille, le médecin traitant, si vous voulez. Et c'est lui qui va orienter le malade, il va le spécialiste, puisqu'on parle de moi, il va l'orienter vers le pneumologue. Alors, ce passage-là, ce circuit-là qui monte, c'est l'inverse qui doit se faire. C'est comme parmi nous tous, quelqu'un qui a mal aux yeux, est-ce qu'il va voir le généraliste? Il va directement voir l'ophtalmo. Pour gagner du temps, l'ophtalmo va l'orienter chez l'ophtalmo. Donc c'est pas la peine de passer par le généraliste pour aller chez l'ophtalmo. C'est la même chose pour le pneu. Quelqu'un qui a un signe quelconque au niveau de la cage thoracique, dyspnée ou c'est pas moi, il faut voir d'abord le poumon. Et en ce moment-là, c'est le poumon qui doit faire vraiment le truc. Si c'est une pathologie vraiment thoracique, et c'est le poumon qui va la garder. On a gagné le temps. Et le malade va passer sur le généraliste. C'est très important. Et puis finalement, ce n'est pas une pathologie pulmonaire, c'est un problème cardiaque, il va l'orienter chez le cardiologue. S'il s'agit vraiment d'une oppression, alors il va l'orienter chez le psy. Et si vraiment on a besoin de généralistes, en ce moment-là, une raison quelconque, quand le malade il habite loin, parce que ce n'est pas tous les malades, ils ont un spécialiste à côté d'eux. En ce moment-là, il va demander le suivi chez le généraliste. Et c'est très important. Il faut voir vraiment l'inverse, et non pas se parler comme ça. Sinon, si on va entrer dans l'entropie, c'est vraiment le fiasco total de ce système. Merci. D'accord, merci. Dernière intervention. Belge. Je ne suis pas là pour partager si le rôle du médecin coordinateur doit être fait par le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Mais effectivement, vous avez aussi la même problématique que chez nous en Belgique. Vous n'avez
par beaucoup de médecins généralistes. Les chiffres montrent que vous avez beaucoup plus de spécialistes que de médecins généralistes. C'est un gros problème pour répondre à ce que vous avez démontré là, de prendre ce rôle en charge par le médecin généraliste. Vous n'en avez actuellement pas assez. Et donc souvent c'est le pharmacien ou peut-être parfois le physiothérapeute qui intervient comme médiateur. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut former plus de médecins généralistes pour ce rôle. Alors nous avons exactement la même problématique en Belgique. Et comme vous l'avez très bien expliqué, ce rôle est tellement vaste que si vous l'expliquez aux médecins généralistes, eh bien 1 sur 2 va reculer, va dire non, ça je ne peux pas faire, c'est beaucoup de trop pour moi. Merci. Merci pour vos interventions. Merci pour votre excellente présentation. Je voudrais juste rebondir sur un point qui a été cité, et c'est une question que je me pose parce que ça revient toujours. Que pensez-vous de la cigarette électronique comme technique de sévrage, et pourquoi ça ne fait pas l'unanimité entre les addictologues et les pneumologues? Il y a aussi le tabac chauffé qui est entré au Maroc depuis novembre 2021. Voilà. Alors, on nous vend souvent des mérites, c'est-à-dire c'est un point de sortie des fumeurs invétérés pour la cigarette électronique, mais en fait, malheureusement, on constate que c'est une porte d'entrée pour les jeunes et les adolescents. C'est ça le problème. C'est vrai qu'on peut le proposer, je l'ai déjà proposé à des patients, à des fumeurs de plus de 60 ans, comme une porte de sortie d'un tabagique invétéré. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est une porte d'entrée pour les jeunes adolescents, et puis il y a des points de vente, etc., que ce soit pour la cigarette électronique ou pour le tabac chauffé, donc qui est commercialisé par Philippe Maurice. Philippe Maurice est responsable quand même de milliers, voire de millions de gens dus au cancer du poumon. Merci, et on doit de faire le nécessaire pour présenter en 15 minutes au moins. Salam alaikum. Je remercie le comité d'organisation, à leur tête professeur Setan, de m'avoir invité pour présenter sa thématique de la tuberculose. Et je remercie énormément les gens qui ont tenu le coup et qui sont restés pour assister aux dernières présentations. Je présente le parcours de soins des patients tuberculeux au niveau de la région Souss-Messa. Je rappelle, j'ai une petite réflexion. On avait l'impression au cours du Covid qu'il y a beaucoup de similitudes entre la tuberculose et le Covid. Donc ces deux maladies, il y a une transmission par voie aérienne, il y a une atteinte respiratoire. Ils partagent les mêmes moyens de protection, mais le Covid il est en train de disparaître, mais la tuberculose il est toujours là. Et ça pose un problème, et c'est toujours un problème de santé publique, pratiquement, et qui persiste. Donc le parcours du soin de patients tuberculeux, Dr Moumen il m'a facilité la tâche. Parce qu'il y a un parcours avant le diagnostic et il y a un parcours après le diagnostic. Le parcours avant le diagnostic, il est peut-être un peu difficile, mais après, une fois le diagnostic est établi, le parcours il est facilité. Pourquoi il est facilité? Parce qu'il y a un programme national de lutte anti-tuberculeuse et qui est un programme qui est bien structuré. Donc, en guise d'introduction, je ne vous apporte rien. La tuberculose, comme vous le savez, c'est une maladie contagieuse. Elle est de transmission essentiellement aérienne, donc à travers les gouttelettes infectées qui sont inhalées par un sujet qui est sain. Secondairement, la transmission, il peut se faire par, il est d'origine bovine, par le lait non bouilli. C'est un problème de santé publique au Maroc. Donc avec 36 000 nouveaux cas et environ 3 000 décès annuellement. Deux particularités au niveau de la région Souss-Messa. Donc, comme vous le savez, pour l'infection VIH au niveau de la région, nous sommes les premiers au Maroc. Donc la région Souss-Messa, il vient en premier. Deuxième particularité,
c'est que l'incidence de la tuberculose au niveau de la région, il n'est pas uniforme, il n'est pas homogène. Certaines provinces, notamment la province d'Inzgan-Eit-Mellul, il marque une incidence très élevée. On va comprendre pourquoi. Donc, pour essayer d'accélérer la réduction de la tuberculose, le ministère de la Santé a adopté le plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose 2021-2023. Il est axé essentiellement sur le dépistage de la tuberculose pharmacosensible et pharmacorésistante, ainsi que le dépistage du VIH sur le tuberculeux et la prise en charge de la primo-infection tuberculose latente pour essayer d'enrayer le réservoir de tuberculose. Pour comprendre le parcours du patient tuberculeux, la tuberculose, il a des particularités. Donc c'est une maladie qui est pluridimensionnelle. Il est pluridimensionnel, pourquoi? Parce qu'il ne touche pas que le bien-être physique du malade, c'est-à-dire les signes rapportés par le patient, l'amaigrissement, l'altération de l'état général, la perte de poids, mais il affecte également le bien-être psychique, parce que le malade, il a peur de mourir, il a peur de contaminer son entourage. Il affecte également le bien-être social, parce que la tuberculose, c'est une cause de perte de revenus, c'est une cause de perte d'emploi, c'est une cause d'arrêt de scolarité. Donc, de ce fait, pour essayer de prendre en charge le malade et de réussir sa prise en charge, il ne faut pas se contenter uniquement du volet médical. Donc, la prise en charge du malade doit être globale. Donc, on doit s'intéresser à son bien-être physique, psychique et social. Donc, c'est une prise en charge globale. Une petite monographie sur la région Souss Massa. Donc, nous avons 2 préfectures, Agadir, Inzgan-Eit-Mellul, et nous avons 4 provinces, Tiznit, Taroudant, Chtuka et Tata, avec une superficie de 53 789 km². La population, elle est estimée à environ 3 millions en 2021, et la densité de la population, elle est très hétérogène. Donc 50 habitants par kilomètre carré. Donc il va de 5 habitants par kilomètre carré au niveau de la province de Tata à 1847 habitants par kilomètre carré au niveau de la province d'Inzgan-Eit-Mellul. Donc, avec cette incidence, on arrive à comprendre pourquoi la province d'Inzgan-Eit-Mellul, il marque une forte incidence. Un rappel sur l'épidémiologie de la tuberculose. Donc, sur cette carte, il y a les différentes régions du Maroc. Donc, pour la région Souss Massa, donc c'est la région 9, avec une incidence de 58 cas pour 100 000 habitants. L'incidence moyenne nationale est de 81 cas pour 100 000 habitants. L'incidence, en nous comparant aux autres régions du Maroc, en particulier la région de Tanger-Titouan, par exemple, et la région de Rabat-Salé, qui dépasse 100 pour 100 000 habitants. Mais comme je l'ai déjà dit, nous avons des provinces qui marquent une forte incidence. En l'occurrence, la province d'Inzgan-Eit-Mellul. Donc ici, sur ce diagramme, c'est l'évolution de l'incidence au fil des années. Donc on marque une petite diminution de l'incidence. Donc actuellement, on est à 58. Et la province d'Inzgan-Eit-Mellul, donc ici, marqué ici, il est toujours la première sur le podium. Donc, pour voir plus clair, donc, actuellement, donc en 2021, on a enregistré 1730 tuberculeux. Donc, le nombre total de cas, l'incidence, elle est à 58 pour 100 000 habitants. Heureusement pour nous, nous n'avons pas beaucoup de cas résistants. Donc on a enregistré 8 cas multirésistants en 2021.
Et la situation de co-infection tuberculose VIH, on a enregistré 40 cas en 2021. Donc, qu'est-ce qu'un parcours de soins? Donc, le parcours de soins, c'est une prise en charge globale du patient, comme je l'ai déjà dit. Donc, cette prise en charge globale, elle est axée sur le préventif, sur la prise en charge médicale, la prise en charge sociale, et pour spécifier pour le patient tuberculeux, la prise en charge psychologique. Donc, il intègre d'autres éléments comme l'éducation thérapeutique, l'hygiène, l'amélioration du mode de vie. Une forme organisée du parcours de soins, c'est la filière de soins. La filière de soins, c'est la trajectoire qui est empruntée par le patient depuis la prévention et le dépistage, le diagnostic et enfin la prise en charge. Donc ceci suppose qu'il y a plusieurs établissements et qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans cette filière de soins. L'évolution de la filière de soins du patient tuberculeux au Maroc. Donc, au début du XXe siècle, c'était une prise en charge qui était hospitalière. Je me rappelle, lors de mes études médicales de base et lors de mon résidanat, on hospitalisait tous les malades tuberculeux. Donc, j'ai fait ma formation au CHU de Rabat, donc on hospitalisait tous les malades tuberculeux et il y avait plusieurs pavillons. Donc, c'était une prise en charge hospitalière. Et ici, c'est marqué un ancien hôpital de prise en charge de la tuberculose. C'est le sanatorium Ben Samim. Il a été construit en 1948. Actuellement, la prise en charge, elle est essentiellement ambulatoire. On n'hospitalise plus les malades tuberculeux. Donc, c'est à partir de 1991, il y a une décentralisation de la prise en charge de l'hospitalier vers les établissements de soins de santé de base. Mais l'hospitalisation, on garde quand même l'hospitalisation pour certains patients. Il y a toujours une indication à hospitaliser certains tuberculeux. Mais la majorité des cas, ça se fait en ambulatoire. Donc l'évolution de la filière de soins, donc la création du centre de diagnostic, donc la dénomination initiale. Donc la première date, c'est pas 2000, c'est 1991. Ça s'appelait le centre de diagnostic de tuberculose. Ensuite, début des années 2000, on l'appelle le centre de diagnostic de tuberculose et des maladies respiratoires. Actuellement, on l'appelle centre de diagnostic des maladies respiratoires. Je reçois toujours des courriers des médecins parce que le CDTMR, c'est le centre de diagnostic des tuberculoses, des maladies respiratoires. On reçoit toujours des courriers de certains médecins qui écrivent toujours CDT, CDST. Donc la dénomination a changé. Au niveau, le CDTMR, ce n'est pas un service pour prendre uniquement la tuberculose. C'est un service pour prendre en charge toutes les maladies respiratoires, la tuberculose et les maladies respiratoires chroniques, à savoir la BPCO et l'asthme. En effet, le ministère de la Santé, il a adopté l'approche pratique de la santé respiratoire en 2006 et a instauré, à côté du programme national de lutte anti-tuberculose, le programme de lutte contre les maladies respiratoires. Donc, ceci, c'est probablement dans un objectif de prendre en charge toutes les maladies respiratoires dans un même paquet, parce qu'un malade qui peut consulter pour signe respiratoire, il peut être en fin de compte un tuberculeux. Donc, un asthme, on peut prendre un malade pour un malade qui est allergique, et en fin de compte, si on lui donne un rendez-vous, par exemple, pour une consultation dans 15 jours, ça peut être un tuberculeux et on ne peut pas donner un rendez-vous à un malade qui est tuberculeux. Donc c'est dans cette optique que cette approche pratique de santé respiratoire a été instaurée. Et éventuellement pour éviter la stigmatisation du malade tuberculeux. Donc ici, nous avons l'ensemble des structures de santé publique qui sont destinées pour la prise en charge des malades tuberculeux. Donc il y a le CDTMR, donc c'est le centre de diagnostic de tuberculose et des maladies respiratoires. Donc au niveau de la région, toutes les provinces, ils ont un CDTMR. Ici mentionné sur le schéma, le CDTMR de Marrakech,
On a besoin du CDT mère de Marrakech parce qu'on envoie on envoie pour les tests de sensibilité. Donc si on a un malade, si on dépiste un malade qui est résistant, donc pour compléter son bilan de résistance, on doit adresser ces prélèvements via un MENA qui est en convention avec le programme de lutte anti-tuberculose, donc pour compléter le bilan de résistance. Et donc au niveau de la région, il y a différents centres de santé. Et il y a le centre de santé intégré. Le centre de santé intégré, il participe à la prise en charge de la tuberculose en traitant les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive, et bien sûr par un médecin généraliste. Et ce centre de santé intégré, il est doté d'une bacilloscopie. On a besoin également, pour les secteurs hospitaliers, donc au niveau de la région, donc chaque province, il y a un centre hospitalier provincial. Nous avons ici à Agadir le centre hospitalier régional, chef-lieu également du CHU qui ouvrira bientôt. Bien sûr, on est appuyé par l'Institut national d'hygiène et l'Institut Pasteur du Maroc, surtout pour faire des tests de sensibilité, donc les antibiogrammes. Donc, comme j'ai déjà expliqué, l'offre de soins au niveau de la région Souss-Massa. Donc, nous avons 5 CDT mères, nous avons 3 centres de santé intégrés. Donc, la province un centre de santé intégré à Tata, un autre à Ait Melloul et un autre à Agadir qui est situé à Tikiwin. Nos CDT mères disposent de 4 gènes experts, donc, qui sont localisés à Inzganait Melloul, Agadir, Taroudant, Ishtouka et Tbaha. Pour le gène expert, c'est un examen de première intention, c'est un examen bactériologique qui est basé sur la biologie moléculaire pour détecter l'ADN du Mycobacterium tuberculosis et qui est d'indication systématique maintenant pour faire le diagnostic de la tuberculose. Donc le programme, il n'indique plus la bacilloscopie pour le diagnostic. Donc il est remplacé par le gène expert. L'intérêt de ce gène expert, c'est qu'il est plus sensible, donc il nous donne plus de cas, il diagnostique plus de cas. Et un deuxième intérêt, c'est qu'il permet de détecter de façon précoce la résistance à la rifampicine. Donc on fait un diagnostic plus important et on fait un diagnostic précoce à la rifampicine, c'est-à-dire la résistance du malade. Donc la région dispose de 7 pneumologues. Donc je parle bien sûr du secteur public, 2 qui sont au CDT-MR, moi-même et Dr Benihia à Taroudant. Les autres pneumologues, ils travaillent au centre hospitalier. Il y a également 3 généralistes qui travaillent soit au CDT-MR, soit au centre de santé intégré. Nous avons plutôt 3 professeurs et non pas 2 professeurs. Donc le professeur de l'hôpital militaire, il participe également à la prise en charge de la tuberculose. Et si je ne me trompe pas, 7 résidents. 11 résidents. Le secteur hospitalier, donc il y a les centres hospitaliers provinciaux, le centre hospitalier régional et pour très bientôt le centre hospitalier universitaire. Ce que nous avons aussi au niveau de la région comme point fort, c'est le centre référent du VIH. Donc nous disposons d'un centre référent au niveau de la région. Ici, la structuration du programme de lutte anti-tuberculeuse. Je vais insister sur le parcours du patient tuberculeux. Donc, la pierre angulaire de la prise en charge, c'est le CDT-MR et le centre de santé intégré. Le CDT-MR, il reçoit tous les malades. Donc, il reçoit les malades aussi bien du secteur hospitalier, du secteur privé. On reçoit également les malades des autres provinces. Donc, nos malades qui sont originaires, par exemple, de la province et qui ont été diagnostiqués dans une autre province, ils doivent être traités dans leur province d'origine, donc d'habitat. Donc la prise en charge effective des malades, une fois le diagnostic est fait, il se fait au niveau du CDT-MR. Bien sûr, le CDT-MR est doté d'un laboratoire de bacilloscopie
Il est doté d'un gène expert pour détecter, pour le diagnostic et pour la résistance. Il est doté d'une radiographie thoracique. On est appuyé par la délégation du ministère de la Santé et par l'unité de santé publique qui est au niveau de la région et bien sûr par l'unité centrale qui se charge de tout ce qui est formation, coordination, gestion du programme. Donc le CDT-MER, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est la pierre angulaire de la prise en charge de la tuberculose. Donc au niveau du CDT-MER, on fait bien sûr le dépistage et le diagnostic pour les malades qui consultent pour signes respiratoires. On fait la prise en charge des malades tuberculeux, pharmacosensibles et pharmacorésistants. Donc même les pharmacorésistants, on les traite en ambulatoire. Donc il y a le multirésistant. Donc pour simplifier, c'est le résistant qui est simple et les résistants à 2 antibacillaires, c'est la rifampicine et l'isoniazide. Mais il y a d'autres malades, d'autres cas de résistance qui sont plus graves. Ce sont des malades qu'on appelle ultra-résistants, c'est-à-dire ils sont résistants à la rifampicine, à l'isoniazide et à d'autres molécules. Les quinolones et les agents injectables tels que la canamycine. Ces cas, heureusement, personnellement pour moi, je n'ai aucun cas XDR sur la province d'Agadir. J'ai quelques multirésistants, mais heureusement, je n'ai pas de cas XDR. Pour ces cas, il ne faut pas les traiter au CDT-MER dans un premier lieu. Ces cas, ils relèvent de l'hospitalisation. S'il vous plaît, docteur Ventry, vous avez fait 20 minutes. Si vous voulez... Rapidement, d'accord. Donc, au niveau des CDT-MER, on fait le suivi bactériologique par la culture et par la bacilloscopie. On fait le dépistage de l'infection tuberculose latente et son traitement. Et on apporte un appui psychologique aux malades. Et on fait un dépistage systématique du VIH. Au niveau du centre de santé, lorsque le malade il a été pris initialement au niveau du CDT-MER, donc après enregistrement, après prescription du protocole thérapeutique, donc le malade il est adressé vers le centre de santé pour faire la deuxième étape de sa prise en charge, c'est la dispensation du traitement. Bien sûr, on fait l'éducation thérapeutique, la sensibilisation sur les effets indésirables, on fait l'intradermo et on fait la vaccination par le BCG. Le centre de santé intégré, ça ressemble au CDT-MER, sauf que c'est le médecin généraliste ici qui fait la prise en charge des tuberculoses, des formes simples de tuberculose, c'est-à-dire les formes qui ne sont pas résistantes, et ce sont des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive. Au niveau des centres hospitaliers, donc c'est essentiellement, il donne un appui surtout pour le diagnostic des formes extrapulmonaires, le diagnostic des formes compliquées, le diagnostic histologique, l'examen anatomopathologique, et bien sûr, on peut y référer, malgré qu'il n'y a pas de service d'isolement, certains patients qui relèvent de l'hospitalisation, à savoir en cas d'effet secondaire majeur, une toxicité hépatique majeure, lorsque le malade a une comorbidité grave qui est décompensée par sa tuberculose, tel qu'un diabète, lorsque le malade il a des hémoptysies graves qui mettent en jeu le pronostic vital, ou bien des formes graves de tuberculose. Le centre référent du VIH, donc il traite les malades co-infectés, donc il assure le dépistage systématique de la tuberculose chez le VIH et il prescrit le traitement de l'infection tuberculose latente, à savoir la chimioprophylaxie antituberculose. Je n'oublie pas de parler du secteur privé. Le secteur privé, donc les pneumologues des secteurs privés, je rappelle que les pneumologues du secteur privé, ils sont beaucoup plus nombreux que les pneumologues du secteur public. Donc ils participent très activement au dépistage, au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Bien sûr, tous les spécialistes du secteur privé diagnostiquent la tuberculose extrapulmonaire. 25% des cas de tuberculose sont diagnostiqués par le secteur privé. Je vais parler de certaines formes particulières, c'est la co-infection tuberculose VIH. Donc comme vous le savez, donc la région Souss-Massa, nous avons un taux de VIH qui est un peu augmenté par rapport aux autres régions du Maroc.
Donc le patient qui a une co-infection tuberculose VIH, il est traité en coordination entre le CTT-mère et le centre référent du VIH. Au centre référent, on fait la prescription des ARV et on traite, au CTT-mère, on traite la tuberculose. On fait un dépistage systématique de la tuberculose chez le patient vivant avec le VIH et inversement. Pour la tuberculose multirésistante, donc comme je l'ai déjà dit, heureusement, le taux de résistance il est faible au niveau de la région et cela témoigne de la qualité du programme de lutte anti-tuberculose. Donc pour ces cas résistants, une fois on fait le diagnostic de la résistante qui est détectée initialement par le GeneXpert, et c'est ça l'intérêt du GeneXpert, c'est qu'il détecte la résistance dès la réception du malade ou bien dès le diagnostic. Donc il y avait longtemps, on attendait jusqu'à 5 mois pour savoir que le malade il est résistant, parce que la définition de l'échec ou bien de la résistance, c'est un malade qui reste positif, que sa bacilloscopie reste positive jusqu'au 5e mois. Actuellement, on fait un diagnostic précoce, donc on récupère pas mal de malades et on fait une prise en charge rapide. Donc un malade chez qui on détecte une résistance au GeneXpert, donc directement, on va continuer sa prise en charge, on va adresser ces prélèvements, comme je l'ai déjà dit, au CTT-mère de Marrakech, parce qu'il y a d'autres tests de résistance. Ce sont des tests pour les médicaments de deuxième ligne, donc les quinolones, les aminosides, et bien sûr l'isoniazide et la rifampicine. Ces malades, on ne les traite pas tout seul au niveau du CTT-mère, on doit staffer leur dossier via une plateforme nationale qui est la plateforme TB pharmacorésistante où il y a le comité national, il y a une discussion collégiale des dossiers. Une fois le schéma thérapeutique est retenu, donc en coordination avec la DELM, le kit du malade, c'est un traitement de deuxième ligne, il est adressé, je vais bientôt terminer. Donc ces malades, ils nécessitent un soutien psychologique important et une pharmacovigilance active. Donc je vais terminer par cette plaque. Il y a des points forts au niveau de la région, il y a le centre référent, bientôt le CHU, il y a des CTT-mères, mais il y a quelques insuffisances qui entravent ce parcours de soins. Donc on a une absence de services d'hospitalisation dédiés pour les tuberculeux, une absence d'unité régionale pour hospitaliser les cas de tuberculose pharmacorésistante. Il y a une pénurie des ressources humaines, comme a dit le professeur Shraibi. Donc pour les pneumos, donc les CTT-mères, tous les CTT-mères ne sont pas couverts par les pneumos. Alors que le CTT-mère, les malades doivent être pris en charge par un pneumologue, essentiellement au niveau du CTT-mère. L'action des ONG est faible, donc pour l'appui social des malades. Et il y a une absence de partenariat public-privé. Donc les pneumologues privés, ils participent activement au diagnostic, mais malheureusement pour la prise en charge, c'est restreint au niveau du secteur public. Je vous remercie pour votre attention. Parce que finalement, le plus important, c'est à la fin. Vous êtes obligés d'y aller trop vite pour nous parler des problématiques rencontrées et de tout ce parcours de soins. Et je me permets de revenir sur ce que vous avez dit à la fin. Pas de service hospitalier dédié, pas de couverture des centres par les pneumologues, et que les privés ne participent pas. Moi, je pense que les privés participent au traitement parce que je ne sais pas ce qui se passe ici dans la région, parce qu'à Casablanca... Il n'y a pas encore de partenariat. Il n'y a pas de partenariat public-privé au niveau de la région. Ce partenariat, je pense qu'il va être institutionnalisé par le ministère, oui, pas simplement... Parce que le pneumologue peut très bien participer. Moi, je pense que le véritable problème, c'est ce que vous avez appelé des films, en fait, c'est les faiblesses. C'est les faiblesses et quand même dire quelles sont les ébauches de résilience, quels sont les projets pour... parce qu'il ne suffit pas de se lamenter, depuis longtemps qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette situation. Et moi, à la place des patients, je ne conçois pas comment qu'il n'y a pas de service dédié à l'hospitalisation des malades tuberculeux. On ne parle pas d'hospitalisation d'il y a 1 mois, 2 mois. Au moins une hospitalisation, 1 jour, 2 jours, 3 fois, il est nécessaire. Surtout que les malades qui ont des pleurésies tuberculeuses et qui traînent pour trouver qu'ils est ponctionné. Je ne parle pas des malades qui
les malades qui ne sont pas contagieux, ils sont hospitalisés. Il n'y a pas de problème. Je parle des malades qui sont contagieux. Mais la tuberculose, on ne peut pas la diviser. Il est toujours hospitalisé. La maladie tuberculeuse, c'est un taux. Vous pouvez avoir qui rentre pour le masque d'une maladie de système, il se trouve tuberculeux, etc. Il faut qu'il y ait des structures dédiées avec... un service au niveau de la région. Oui, il faudrait... ça, c'est le problème actuellement. Il fut le temps, il y avait, comme à Casa, 2, 3 grands services dédiés, et maintenant, il n'y a rien. Et comme vous le dites, des centres de santé qui ne sont pas couverts par des pneumologues, que vous ne trouvez pas fond de 2 hôpitaux où le rendement peut-être n'est pas très utile. Bon, ça, les véritables problématiques. Ils sont utiles même à l'hôpital, mais c'est parce qu'il y a peu de pneumos. On ne peut pas faire l'hôpital et le CDT-NER à la fois. Salam alaikum. De ma part, je remercie Madame la Présidente, professeur Salhani, de m'avoir invité à ce premier congrès international qui s'intègre dans le cadre de la formation médicale continue qui est devenue de par la loi une obligation pour les médecins. Je remercie aussi Monsieur le doyen d'avoir accepté l'organisation de ce congrès. Je remercie les membres du bureau et tout le comité d'organisation. Je remercie Madame Lotfi, Dr Lotfi et Dr Moumen pour leur présentation. Vous avez parlé du parcours de soins pour les grandes pathologies de pneumologie. C'est je dirais, une proposition. Le parcours de soins, de santé, avec bien sûr la couverture sanitaire universelle, constitue deux grandes lignes de la loi 06-22 qui est relative à la refonte du système de santé. Cette loi donc, qui vient d'être votée. Et je vous propose parce que c'est une loi cadre, c'est une loi générale qui nécessite une interprétation par les textes d'application et on a jusqu'à fin d'année, c'est-à-dire le 31/12/2022 pour présenter les propositions. Donc j'appelle la législation ou les législateurs de faire intervenir tous les médecins pour la proposition des textes d'application et surtout pour proposer les parcours de soins parce que c'est très essentiel pour la prise en charge, je dirais, et l'équité pour, pour toute la population. Merci. Une petite avant de... J'ai une question, je remercie beaucoup Dr Lotfi pour la qualité. C'est vrai, il y a des choses qui se passent dans la région, à Souss-Messa, et on est un peu déconnecté au niveau du CHR de ce qui se passe dans les autres milieux de soins et de santé à la région. Vous avez parlé du CDT-NER comme structure qui peut prendre en charge pas seulement la tuberculose, parce que pour moi, un neurologue, CDT-NER égale tuberculose. Donc maladie respiratoire, j'aimerais bien savoir quelles sont les autres maladies respiratoires qui peuvent être prises en charge par le CDT-NER par rapport à un service hospitalier, par exemple, de pneumologie. Les maladies respiratoires ne relèvent pas de l'hospitalisation. Par exemple, l'asthme, la DPCO, c'est des maladies respiratoires chroniques. Donc on ne prend en charge. Ça fait partie du paquet de soins du CDT-NER. Toutes les maladies respiratoires. Lorsqu'on a besoin de hospitalier, on adresse le malade. Mais les maladies chroniques, ça fait partie des maladies chroniques. C'est comme le diabète, comme l'hypertension, on les suit au niveau du CDT. Parce que par exemple, l'asthme c'est très fréquent. L'asthme c'est une maladie qui est très fréquente. C'est comme le diabète pratiquement. Donc, à côté de la tuberculose. Ouais, il a subi une évolution dans le temps. Avant les années 60, ça s'appelait le DAT, dispensaire tuberculeux. Puis CD, c'était sans spécialité tuberculose, et CDT-NER pour ne pas stigmatiser. S'occupe de toutes les maladies respiratoires. Il y a des programmes de neurologue de la région. Merci, mon cher ami, monsieur le professeur, a été déjà demandé et par l'ancien ministre, Madame Latour, il y a plus de 15 ans. Je pense que c'est notre président de CROM, pour le confirmer ou infirmer, c'était passé au Parlement. Et pas mal de régions au Maroc, ils ont signé partenariat public-privé. Voilà. Ici, ça fait plus de 8 ans ou 10 ans que je l'ai demandé en tant que président
du poumon. Et on a préparé plusieurs fois une réunion avec une intervention dans ce sens. Et toujours le délégué, le responsable de la région, oui, il nous fait tarder. Et on trouve, nous, privés, des problèmes avec les malades. Parce que, comme il a dit Mme Lotfi, il n'y a pas assez de pneumologues dans le centre. Quand on voit un malade, on se heurte au traitement. Aussi, on a un problème. Vous avez d'autres spécialités qui osent, ce sont des médecins avant tout, mais qui osent poser le diagnostic de la tuberculose, qui traitent la tuberculose, qui prennent le traitement, alors que ce ne sont pas des pneumologues. C'est pas je diminue leurs compétences, mais on peut avoir un coordinateur pneumologue, c'est dans le bien du malade. On trouve des problèmes urologiques traités par comme tuberculose. Et ça, pour pallier à ce manque, j'ai demandé la réunion, ça fait plus de 8 ans en disant oui, et on fixe le rendez-vous, ça ne passe pas. Malheureusement, dans notre région. J'espère que ça va changer. Merci. Moi, mon rêve, et d'ailleurs je l'ai déjà dit il y a plus de 20 ans, et je pense que l'État a les moyens pour le faire, c'est l'informatisation du dossier de tuberculose au Maroc. C'est timide. Non, il y a un début d'informatisation, mais il y a des difficultés pour informatiser, c'est le manque de ressources. Par exemple, moi au service, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas d'infirmière, je ne peux pas faire l'entrée des données. Non, l'informatisation, moi je ne parle pas simplement de faire entrer dans le ordinateur, non. Il faut créer un système national pour la prise en charge de tuberculose. Un tuberculeux, il est notifié à l'échelle centrale, et il a une carte. Et là où il va dans chaque ville du Maroc, il peut avoir le traitement, le suivi, l'évolution et tout. Et il ne peut pas échapper au système de surveillance. Impossible qu'il échappe au système de surveillance. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre programme, la pratique réelle, que nous rencontrons parfois. Je vous donne 2 exemples que j'ai vécus récemment, il y en a des milliers. Une patiente BK positive 3, qui est décédée en juillet, 3 mois sans traitement. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des transaminases de l'ordre de 120, 130 et personne n'a osé la traiter et régler son problème. Qui traîne 3 mois. Imaginez ce qu'elle va faire comme dégâts de dissémination. Une autre avec une petite pleurésie qui, depuis 3 mois, qu'on n'a pas vacciné, qu'on a laissé sans traitement. Et je vous dis, les problèmes réels. On a beau faire les programmes et tout ça, disponibilité des médicaments et tout cela, mais ce n'est pas suffisant pour régler le problème de la tuberculose, qui reste malheureusement, il est là, toujours là, les mêmes cas, les mêmes profils, les mêmes... et tout ça. La tuberculose est liée aux déterminants socio-économiques. Donc, en traitant uniquement le volet médical, on ne va jamais terminer avec la tuberculose. Il va toujours rester. Donc il faut s'intéresser à la tuberculose de façon globale. Donc améliorer le niveau socio-économique des malades, les conditions de vie, d'alimentation, d'hygiène. Donc il faut insister sur tous les volets. La prise en charge médicale n'est pas suffisante. Même avec des soins médicaux de haute qualité, c'est insuffisant pour entraver pour diminuer et lutter contre la tuberculose. On est toujours stationnaire au niveau des chiffres. On est toujours stationnaire. Avec la digitalisation du système de santé, le problème sera réglé. La réforme, enfin, c'est pas la réforme, c'est la refonte du système de santé. Il y a aussi la digitalisation du système de santé. Donc je pense qu'avec la digitalisation... L'action du dépistage, le traitement, tout cela doivent répondre à un besoin de la région. Et c'est déjà, je vois l'ébauche ici. Je vois la bonne harmonie de vous avec les gens de la région, là, plus certainement des autorités. Moi, je pense qu'il faut encore solliciter la région pour ramener à Sainte son problème de la tuberculose. Alors, tout le monde est concerné par la tuberculose, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau, ses moyens, il est concerné direct ou indirectement. Tous les médecins sont concernés par des... Moi, je pense que la région peut un petit peu improviser et aussi faire encore un plus si elle a des soutiens des gens de la région pour améliorer la qualité des dépistage et de traitement et surtout de suivi des patients pour s'en sortir avec le fléau de la tuberculose. Et là encore, je remercie encore les organisateurs, monsieur le doyen de la faculté de médecine,
qui héberge et qui suit et qui soutient ce congrès, les pneumologues de la région qui sont partenaires de ce congrès. Et là encore, tous mes remerciements à monsieur le doyen qui m'a invité, surtout à Mme le professeur Sahan. Et ça me fait plaisir de voir comment des gens avec qui on travaille avec vous, comment ils sont arrivés à développer une activité, quand même à s'implanter dans cette belle région et à développer la pneumologie. Toutes mes félicitations. Je vous remercie pour votre courage et à demain, Inch'Allah.